Vous êtes sur Kyria Media Channel, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est votre émission Plateau spécial. Pour ce soir, nous allons concentrer notre entretien sur un livre, un ouvrage qui s'appelle Investir dans le capital humain, et nous avons le plaisir, mais aussi la joie d'avoir avec nous ici sur ce plateau l'auteur lui-même. Il s'appelle Monsieur Eli Kabea Fwamba qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue à vous, monsieur. Bonsoir Madame Naomi et merci beaucoup pour votre invitation sur ces magnifiques plateaux. Merci à vous, c'est un plaisir pour nous de vous avoir, même si vous êtes venu en retard, je vais vous accuser. Le plaisir est partagé, mais c'est chaotique. Je suis parti de chez moi à 13 heures. Voilà. Voilà, c'est tout pas ça grave. dans les bouchons. C'est pas grave. Alors, nous allons aujourd'hui décrypter, parler surtout de votre livre qui est Investir dans le capital humain. Déjà, ça part de quel constat? Pourquoi avoir choisi d'écrire sur cette thématique? Mais voilà, par exemple, vous m'accusez d'être arrivé en retard, j'apprécie, mais c'est parce que les automobilistes ne sont pas éduqués comme il se doit. Donc, le constat, il est amer, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut commencer tout de suite. Parce que nous voulons une société moderne, nous voulons une société émergente qui peut se développer rapidement, mais tout doit aller avec le capital humain. Il faut investir dans l'homme pour pouvoir lui donner toutes les compétences dont on a besoin. Les embouteillages, par exemple, ça ne tient à rien. C'est juste deux bonhommes qui n'ont pas appris la courtoisie routière, qui ne savent pas que si je laisse passer l'autre, je pourrais passer après. Et ça crée tous les chaos que nous vivons. Et pour y arriver, c'est très simple. Il faut absolument ne pas considérer que ce sont des aptitudes innées. C'est vrai, l'homme naît aussi avec certaines aptitudes, mais le capital humain doit être éduqué. Il faut absolument ne pas considérer comme acquis ce qu'on n'a pas donné à quelqu'un. Donc, il faut absolument que tous les Congolais, à quelque niveau que ce soit, ceux qui sont déjà éduqués, doivent passer par la formation continue, parce que l'innovation nous apporte toujours des surprises qui sont agréables. L'innovation nous apporte des facilités dont on a besoin. Donc, tout le monde est appelé à continuer à apprendre. Et ça, c'est le rôle de mon livre. J'ai dit que je l'ai intitulé Investir dans le capital humain, une stratégie de transformation du système éducatif congolais pour un Congo meilleur. À vous entendre parler, vous visez plus le secteur éducatif ou bien vous visez la formation? Est-ce qu'il y a des piliers comme ça que le gouvernement ou l'État congolais doit insister pour investir dans le capital humain? Merci pour la question. Évidemment, ma formation de base, je suis économiste à la base, mais j'ai fait l'agrégation à l'université de Lubumbashi. C'était pour enseigner au secondaire. Mais après ma formation en économie, après ma licence, moi je suis allé au Canada où j'ai repris à zéro, mais cette fois-là en éducation. Donc j'ai eu un baccalauréat puis une maîtrise en éducation. Et ma spécialité, ce sont les programmes éducationnels, l'administration, le leadership et puis les évaluations. Alors à ce titre, j'ai une double casquette qui me permet de voir au-delà de ce que les autres ne peuvent pas voir. Donc, en investissant dans l'homme, nous avons la possibilité d'avoir une productivité qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui va s'installer. Nous allons avoir des gens qui sont stables, qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai vu, par exemple, un ami, j'ai raconté à quelqu'un qui m'accompagnait, qui dit, le monsieur a volé, on l'a enlevé à son poste, mais Aïba Kimabe, il a mal volé. Est-ce qu'il y a une bonne façon de voler? Je pense que non. Ce ne sont pas des habitudes innées. Il faut apprendre aux gens à devenir des bons citoyens par le civisme, les patriotismes. C'est des choses qu'on nous a enlevées, c'est vrai. Mais tout le système en soi doit être revu pour que nous puissions compter beaucoup plus sur des hommes que nous avons formés, dont on a besoin. Si vous regardez à l'université aujourd'hui, on forme des gens qui sont des chômeurs. Oui. Et pourtant, on pouvait aider tous les apprenants, tous les étudiants à l'université
pas tous, mais leur apprendre l'entrepreneuriat. Au lieu d'écrire « j'ai l'honneur de chercher le travail », non, c'est toi-même l'entrepreneur et c'est toi-même le propriétaire de ton entreprise. Comme ça, on donne le travail aux autres. En même temps, lorsque nos universités seront performantes, elles seront les partenaires de l'État, les partenaires des entreprises, et ils vont produire des compétences dont l'entreprise a besoin, dont l'État a besoin, au lieu d'aller vaille-que-vaille. Les programmes que nous avons, nous l'avons hérité des Belges. Eux-mêmes déjà sont dans le système LMD. Malheureusement, au Congo, il y a encore des gens qui gesticulent qui discutent sur l'opportunité de basculer dans le système LMD. Nous avons déjà basculé depuis. C'est déjà fait, c'est courageux et j'apprécie. Ceux qui sont en train de le critiquer, c'est des gens qui sont mal informés et qui ont aussi besoin eux-mêmes d'être éduqués. Alors, nous sommes là, mesdames et messieurs, avec monsieur Eli Kabea. Je vous rappelle qu'il est homme politique, écrivain, chercheur, penseur, tout ça à la fois. Alors, monsieur Eli Kabea, pourquoi, déjà, à qui s'adresse ce livre? Ah, très bonne question. Mais ce livre, c'est un livre blanc. Donc, je l'ai écrit pour les politiciens, les universitaires, pour les systèmes éducatifs à l'élémentaire et au secondaire, pour tous ceux qui ont un souci de voir l'homme congolais formé pour être utilisé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous saluons l'initiative de Madame Denise Nyakero, la bourse Excellencia. Mais qu'est-ce qui va arriver si rien n'est fait? Toutes les têtes pensantes, tous les enfants qui sont intelligents, qui sont envoyés à l'étranger, risquent de rester là-bas. Parce que si, après la formation, il n'y a rien qui est fait pour les utiliser au niveau du pays, mais ils vont rester, ça c'est sûr. Et qui est perdant? C'est l'État congolais qui a investi dans ces enfants pour pouvoir, parce qu'il ne les a pas utilisés du tout. Exactement. Et la France, le Canada, les pays qui reçoivent tous ces enfants-là, n'hésiteront pas à le prendre. Parce qu'ils n'ont pas. Ils leur ont donné le savoir qu'ils ont sur place. Et c'est des gens compétents qu'ils vont utiliser chez eux. Donc, pour être compétitifs, nous devons toujours penser à mettre en place des structures qui vont faire en sorte que un programme, bien sûr, quand ils le vont, qu'ils sachent qu'ils doivent retourner au pays pour trouver du travail et non pour être des chômeurs. Donc, c'est l'objectif vraiment de ce livre. C'est pour avoir un programme très solide pour le pays. Le livre a combien de pages? Oh, bonne question. Mon livre, il a 124 pages si j'ajoute la table des matières. Est-ce que vous avez déjà commencé à entreprendre des démarches pour le faire connaître aux décideurs, comme vous l'avez dit tantôt? Oui, pour la publication, je suis en train de travailler pour trouver un éditeur qui pourrait le faire de façon fiable. Mais en attendant, c'est ma responsabilité de pouvoir vulgariser mon livre, d'en parler. Et puis, les partenaires vont s'offrir sans faute. Nous trouverons une façon de faire. Et en tant que chercheur, en tant qu'homme intellectuel, quel regard avez-vous sur le ministère de la formation professionnelle qui existe déjà? Quand vous parlez d'investir dans le capital humain, on voit aussi la formation et le gouvernement a justement un ministère qui doit s'occuper de cette filière-là. Est-ce que vous pensez que le boulot est en train de se faire, ou bien vous pensez que ce ministère traîne un peu les pas? Oui, non, c'est déjà une très bonne chose d'avoir un ministère qui s'occupe de la formation professionnelle. Mais ce rôle, il est spécifique, ce ministère, parce qu'il aide les gens à se performer et à apprendre des métiers. Mais au niveau universitaire, voilà notre démarche, il faut aussi asseoir la formation continue. Il ne faut pas considérer que parce que j'ai déjà un métier, mais tu risques de le faire à l'ancienne, avec des méthodes archaïques, alors que la technologie est en train d'avancer, on est en train d'innover, nous devons être à la page. Donc, le ministère, il fait son travail, mais à côté de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut la formation continue. Pourquoi pas? Même celui qui est formé, il a besoin d'ajouter quelque chose. Et les pays comme le Canada, les gens ont travaillé très longtemps sur juste la collaboration entre enseignants.
De choc des idées, jaillit la lumière. Lorsqu'on discute, on discute sur les pratiques qui ont réussi, on discute sur les échecs, parce que ça existe aussi, et on s'améliore. Pourquoi pas ici? Et comme chercheur, je suis allé en Norvège. J'ai trouvé des écoles sans murs. L'élève, il arrive le matin, il n'a pas encore décidé sur ce qu'il va apprendre. L'enseignant non plus ne sait pas ce que l'élève veut. Mais avec tous les savoirs que l'enseignant a, il peut aider un élève qui pensait que je vais juste nager aujourd'hui, apprendre tous les muscles qui entrent en action lorsqu'on nage. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se noyer? Comment on peut faire pour sauver quelqu'un d'autre? Ça, ce sont des compétences qu'on donne aux enfants, mais en jouant, par exemple. Les petits-enfants à l'école élémentaire, nous devons instaurer un système de montrer et puis raconter qu'est-ce que tu aimes à la maison. Par exemple, le jour de son anniversaire, il amène un objet qu'il aime à la maison, dis-nous pourquoi tu l'aimes. Ça donne aux élèves la capacité oratoire, la capacité de parler. Vous avez déjà rencontré certaines personnes qui arrivent sur le plateau, dès qu'on allume les lumières, ils n'arrivent plus à parler. Moi-même, j'ai animé des émissions économiques, j'ai eu un professeur, paix à son âme, mais une fois qu'on a allumé les lumières, il ne peut plus parler. Traumatisé. Donc, pour tout ça, ça s'apprend, c'est comme j'ai dit, mais il faut un programme bien élaboré avec les timings pour vérifier si nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés à l'avance. Mais est-ce que, Eli Kabea, c'est possible? Je vous parle ici d'un système qui a duré depuis des décennies. C'est depuis des décennies qu'on n'investit pas forcément dans le capital humain. Et même quand on essaie de le faire, personne n'y croit. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté. Oui, c'est vrai, c'est difficile sur le terrain. Vous pensez que c'est possible de le concrétiser et s'il faut estimer dans combien de temps, s'il faut mettre en pratique les stratégies que vous avez données dans votre livre, est-ce que ça peut marcher dans combien de temps? Il faut commencer tout de suite. Je suis allé par exemple à Lomami, j'ai trouvé que la chicotte est là encore sa place. Mais dans bien de pays, on ne peut plus bastonner un élève, n'est-ce pas? Parce que ça ne donne rien. Et d'ailleurs, il y en a qui se préparent pour aller et qui s'attendent à ce qu'ils soient bastonnés. Ça ne leur dit plus rien. Donc, c'était déjà courageux de pouvoir décider que l'éducation soit donnée à tous les enfants, au niveau primaire bien sûr, mais il se pose le problème de nombre d'élèves dans les classes. Puisque le nombre a augmenté, ça prend des enseignants qu'on doit former, ça prend aussi des stratégies qu'on doit mettre en place pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont palpables, visibles. Parce que je vous ai dit, en formant les humains, on peut compter sur la productivité. On peut compter sur des citoyens qui sont droits. Ça n'apprend rien. Il faut commencer aujourd'hui et leur donner toutes les compétences dont on a besoin. C'est vrai, personne n'y croit, mais il faut commencer. Le courage, le président l'a eu. Depuis 2019, tous les élèves ont accès à l'éducation primaire. C'est déjà bon. Mais maintenant, il faut que des mesures soient mises en place pour qu'on puisse aider les enseignants qui vont le faire. Pourquoi pas augmenter? Parce que on ne peut pas admettre qu'un enseignant ait 50 élèves. Comment va-t-il les suivre? Dans la pratique guidée, par exemple, il a 50 élèves. Est-ce qu'il aura le temps de passer partout? Je ne pense pas. Que faut-il faire? Il y a des pays comme le Canada, je vous ai dit, parce que j'ai vécu là-bas longtemps, j'ai même eu le privilège d'enseigner là-bas. S'il y a pénurie d'enseignants, on peut demander aux universités de mettre un programme de 3 ans en une année. Cela ne veut pas dire qu'on va bâcler la formation, mais on va accélérer de sorte qu'on ait tout de suite des enseignants pour combler le manque. Ça, c'est des choses que nous pouvons aussi faire chez nous. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure, il faut aussi penser à réformer le programme en lui-même. De l'école primaire jusqu'au niveau universitaire. Le programme qui est réformé à chaque fois qu'on change des ministres de l'éducation, c'est des programmes qui sont... Ça, c'est vrai. C'est même ça qui nous manque. Je l'ai dit dans une autre émission. Ça ne porte pas des fruits apparemment. Le ministre, quand il part, il amène tout son cabinet. Et pourtant, nous devrions avoir des fonctionnaires de l'État qui doivent rester pour les continuums. On ne va pas faire un plan, lorsqu'on n'est plus ministre, on va avec tous les documents. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Donc, c'est des choses que nous allons mettre en place. Mon livre s'adresse aussi aux politiques, parce que vous ne pouvez pas quitter
un ministère pour aller dans un autre en emportant tous les documents. Et vous n'avez pas besoin non plus d'être dans un ministère avec uniquement les membres de famille. Nous avons besoin des gens qui sont compétents dans le métier, dans l'exercice du ministère, l'objectif pour lequel le ministère est créé. Ça prend des gens qui sont compétents. Qui doit produire tous ces gens? Ce sont nos universités. C'est l'école primaire déjà. C'est le patriotisme. C'est aussi le civisme. Donc, nous devons commencer maintenant. Combien de temps vous dites ça peut prendre? Mais je pense que nous avons partagé pendant plus de 32 ans, depuis Mobutu jusqu'à présent. Exactement. Alors, nous ne perdrons rien parce que maintenant, là, il y a beaucoup de distractions. Ben, ce ne sont pas des distractions, mais les gens sont beaucoup plus préoccupés par la Constitution, les dialogues. Et pourtant, même les dialogues, si vous posez la question à un Congolais moyen, à quoi sert les dialogues? Il sait que c'est pour partager les pouvoirs. Exactement. Et pourtant, ce n'est pas ça qu'on attend du dialogue. Ce dialogue, nous voulons que des spécialistes puissent être impliqués, étudier quels sont les besoins, l'état des lieux, quels sont les besoins des Congolais moyens. Les gens qui y vont, qui font des bruits, ils n'ont même pas de députés. Je prends par exemple Martin Fayoul, il n'a aucun député, mais le dialogue pour lui, c'est un champ de bataille. Là. Mais qui va travailler en éducation? Et pourtant, c'est le plus grand chantier, le capital humain, pour que nous ayons des citoyens qui vont travailler pour ce pays. Des citoyens qui vont vraiment s'investir avec tous les savoirs dont on aura besoin. Vous avez tout à l'heure frôlé un peu, vous avez un peu parlé de nos politiques. Est-ce que vous pensez que pour atteindre les objectifs, les stratégies que vous avez mis en place dans votre livre, dans votre ouvrage, vous pensez qu'il faut d'abord faire partir cette classe politique et mettre en place ces stratégies avec une nouvelle classe politique qui a encore la tête fraîche, qui peut réfléchir autrement? Parce que jusqu'ici, nous travaillons avec les classiques. Oui. Nous avons encore les gens des Mobutu dans ce gouvernement. Des gens qui manquent des quotas, voilà. Des ministères. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut changer cette classe politique actuelle? Dieu merci, il n'existe même plus l'opposition. Parce que Tshisekedi Père le disait, l'UDPS au pouvoir, il n'y aura plus de partis politiques, il n'y aura plus d'opposants. Les téléspectateurs, comprenez que nous sommes avec... En passant, j'étais à présidence l'élève de l'UDPS Ontario. Et une fois sur place, nous vivons aussi cet événement-là. Oui. Il n'y a plus de politiciens, donc l'UDPS doit profiter maintenant, le président qui est sur place, avec des politiques pour former. C'est bien d'envoyer les gens à l'étranger, mais ils ne sont pas nombreux. De changer de classe. Ils vont s'effacer. On n'a pas besoin de changer pour les écœurer. Ils vont s'effacer d'eux-mêmes. Ils sont déjà en train de s'effacer. Aujourd'hui, le pays s'émeut. Oui, aujourd'hui, par exemple, il n'y a personne qui peut tendre son oreille à Kabound quand il parle. Aujourd'hui, personne ne peut tendre son oreille à Délice Sang. Tout le monde sait que c'est une racaille. Et il suffit même d'aller autour d'eux. On dit ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et tu t'exclus toi-même de la société. Laissons les choses avancer. Focalisons-nous sur ce qui est important, les chantiers. Je suis très, très, très content. Les universités sont construites ci et là, c'est ce qui est bon. Les routes sont en construction. Vous avez vu comment Kinshasa est en train de se transformer. Les bâtiments, ils poussent de n'importe où. Mais ce qu'il faut, c'est investir dans le capital humain. Ce sont ces gens-là qui vont décider demain. On ne peut pas construire sur le poteau électrique. J'ai vu des gens qui construisent sur le poteau électrique. On ne va pas prendre ça comme une erreur. Non, ces gens n'ont pas appris. S'ils étaient à l'école, si on avait bien enseigné, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas été à l'école. Ils étaient à l'école, mais est-ce qu'on leur a parlé du courant électrique, de ses méfaits? Parce que les gens ont décidé d'aller par eux-mêmes. Matadi Kibala, il y a eu beaucoup de décès qu'on déplore. Et ici, pour que ça fonctionne, il faut d'abord qu'il y ait des morts pour qu'on puisse se dire, OK, maintenant on va changer. En fait, c'est maintenant qu'il faut investir dans l'homme. Et moi, je crois que si on investit dans l'homme, on peut compter sur un développement qui est durable. Et le développement durable, c'est celui qui pense aux générations futures. Commençons maintenant, puis dans peu de temps, le timing, je suis allé jusqu'en 2036 pour qu'on puisse voir les fruits. C'est très loin, mais tout de suite, on aura déjà des enseignants compétents,
parce que la formation, ça prend juste 5 ans, mais puisque ceux-là vont continuer de former, et ça devrait vraiment fonctionner. En attendant d'arriver en 2036, 36, ouais. Il y a des Congolais qui fuient déjà le pays. Parlons de nos étudiants, vous venez tout à l'heure de relever ça, avec ceux qui ont la bourse Excellencia, et il y a même beaucoup d'autres jeunes qui, juste après avoir eu le bac, le diplôme, ils s'en vont. L'étudier ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est ce que je suis en train de dire. Si nous réformons notre système éducatif, un élève qui finit, il sait qu'il y a de l'avenir parce que son université va le former. Et une fois que l'université a fini de le former, il aura un travail. Dans bien de pays, on commence à embaucher avant même la fin du cycle universitaire. Généralement, c'est autour du mois de juin, mais déjà avant avril, les gens ont déjà du travail. C'est le cas de ma fille. Elle a fini au mois de juin, j'étais à sa collation des grades, mais elle a déjà un travail et elle commence le 13 août. C'est impossible en RDC. Ce n'est pas impossible, c'est juste que nous pensons qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'on ne forme pas des entrepreneurs. Le président l'avait dit, nous voulons des millionnaires. Mais là aussi, ça prend toujours une discipline, ça prend des programmes. Le président est un visionnaire. Le président, il a une vision. Mais il faut qu'elle soit matérialisée par des gens qui sont autour de lui, des techniciens qui peuvent élaborer toutes sortes de stratégies pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. D'accord. Je pense que nous avons brossé l'essentiel de votre livre. Vous venez tout à l'heure de dire que le livre sera publié bientôt ici en République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera aussi disponible ailleurs? Oui, ailleurs, parce que c'est une œuvre scientifique, oui. Je suis en train de voir avec l'Université d'Ottawa comment mettre encore cela. le Canada. Oui, mais quand c'est scientifique, c'est pour tous les chercheurs qui se penchent sur les domaines de l'économie de l'éducation, et pourquoi pas les décideurs. Et quand c'est numérique, tout le monde a accès sans problème. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit une œuvre qui est mienne et que mon nom soit là au lieu qu'il soit piraté. Et c'est pourquoi je voudrais le protéger pour qu'il soit publié. Est-ce que vous n'avez pas peur du fait que vous ne puissiez pas aboutir dans vos aspirations? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui prennent des initiatives, qui font des réflexions sur des sujets très importants, qui peuvent changer les choses, mais qui sont des fois bloqués, des fois pas du tout considérés. Est-ce que vous avez pas peur en tant que chercheur, en tant qu'une œuvre qui va beaucoup vous coûter? Je suis sûre que vous allez beaucoup dépenser. Vous n'avez pas peur du fait que ça ne puisse pas aboutir? C'est une très bonne question. Je pense que non, parce que pour moi, c'est l'homme qui est au centre. Aujourd'hui, on parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle sans l'humain, ça ne fonctionne pas. C'est l'humain qui doit utiliser cette intelligence-là pour pouvoir s'en servir. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui travaillent sur des initiatives louables. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que notre système puisse aller de l'avant. Et c'est le même système-là qui va permettre à ce que nous ayons des universités performantes avec les partenariats avec les entreprises pour pouvoir créer, innover et donner des compétences dont les entreprises ont besoin. Moi, je n'ai pas peur. Le Congo est un énorme chantier. Aujourd'hui, on découvre encore des minerais à gauche et à droite. Alors, ça prend, comme le président a décidé que tout soit recyclé ici, mais pour arriver jusqu'au produit fini, mais ça prend des ingénieurs, ça prend des entreprises, ça prend la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre, c'est toujours le travail intellectuel. Donc, nous devons d'abord former notre propre capital humain, sur lequel nous pouvons compter, avant bien entendu d'associer l'intelligence des expatriés, pourquoi pas. Et puis, ils seront toujours les bienvenus. Mais l'avantage que nous aurons en formant les citoyens congolais, c'est de les avoir à la portée de la main et de faire avancer notre pays avec le patriotisme, je l'ai dit, et le civisme. Parce que j'ai vu comment, quand moi je vois quelqu'un qui jette sa bouteille d'eau, de plastique, je sais pas, ça fait mal, mais je sais qu'il ne l'a pas appris.
Parce que nous considérons comme acquis des compétences dont on n'a pas, qu'on n'a pas transmis à l'humain. Et s'il avait appris à l'école, le plastique fera autant d'années, des millions d'années avant de se désintégrer dans le sol. Mais il va se dire, mais je ne peux pas polluer mon sol. Et là, on n'allait pas recours à... Les papiers mouchoirs, il y a d'autres, dès qu'il a fini de s'essuyer, il le jette. Mais moi, j'ai mes neveux et mes nièces qui me disent toujours, tonton, tu exagères, pourquoi tu mets dans la poche? Mais je mets dans la poche parce que je vais aller mettre à la poubelle ou recycler. C'est très important. Donc, c'est des choses que nous devons léguer à la génération future. Si nous voulons un développement durable, nous devons absolument apprendre à nos jeunes, leur donner des compétences, mais ça commence maintenant. Ça devait commencer maintenant. Et c'est pourquoi je parle de l'homme au centre, et je n'ai pas peur qu'à côté, il y ait d'autres initiatives louables, mais vous allez toujours vous rendre compte qu'on aura besoin des ingénieurs, des pharmaciens, des docteurs. Le Congo, par exemple, a sorti beaucoup de docteurs pour l'Afrique du Sud. Mais c'est des gens dont on a besoin ici. Pourquoi ils vont là-bas? Parce que là-bas, le travail, il est rémunérateur, il donne beaucoup plus d'argent. Mais c'est des choses que auxquelles nous devons penser pour que notre pays aussi se développe. Et ça, c'est dans plusieurs secteurs. Même avec le football, on voit les Africains qui depuis 52 ans, ailleurs. Oui, ils vont ailleurs, mais ils sont revenus quand même. Ça fait 52 ans qu'on n'avait jamais été à la Coupe du Monde. J'apprécie beaucoup ce que nos léopards ont fait, mais c'est justement un travail de dur labeur. Il ne suffit pas de rêver, mais il suffit de commencer maintenant. Le plus grand chantier, à côté de ce que le président fait déjà, c'est investir dans le capital humain. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Parce que oui, je propose pour mon livre, par exemple, de renforcer les investissements dans, je l'avais dit tout à l'heure, dans la formation et le développement professionnel. Ça, c'est très important. Et nous avons aussi dit, instituer une évaluation périodique. C'est pour voir où est-ce que nous sommes, à chaque période, stopper pour évaluer ce qui a été fait. Absolument. On ne stoppe pas. On évalue, c'est comme une photo. Toi, tu peux marcher, mais on prend la photo du niveau où on est. On peut se donner un timing de 5 années. Après 5 ans, on voit qu'est-ce qui a été produit, où est-ce qu'ils sont allés, est-ce qu'ils sont restés au pays, est-ce qu'ils sont allés à l'étranger, pourquoi vont-ils à l'étranger. Ça prend un observatoire que j'ai appelé un observatoire national du capital humain. Chose qui va nous coûter beaucoup d'argent encore. Quand on investit dans le capital humain, ça prend beaucoup de ressources, ça c'est vrai, mais les retombées sont énormes. Aujourd'hui, si nous avons des Koulouna, c'est toujours parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Si tous ces jeunes-là commençaient l'école comme tout le monde, ils avaient la chance d'aller à l'école comme tout le monde, ils auraient appris le civisme qu'on a enlevé, nous allons remettre le civisme, le patriotisme, ils vont apprendre le patriotisme. Nous, on chantait tous les matins. L'hymne national. En dehors de l'hymne national, on avait des chansons patriotiques pour démontrer que nous sommes attachés à notre pays. Et c'est des choses qu'il faut remettre. La Chine se développe à cause de la discipline. Tous les matins, il y a ça, le sport. Il y a des pays, même certains pays africains, qui sont mieux classés par PISA. PISA, c'est un organisme qui donne après un certain temps, ça peut faire 5 ans, qui donne la liste des pays qui sont forts en mathématiques, en français et en sciences. Et généralement, c'est toujours les mêmes pays, vous allez vous en douter, c'est la Norvège, la Suède, le Canada, le Japon. Et on dit ce qui est bien dans la publication, sur quoi ce pays-là se base pour avoir cette performance-là. Nous sommes capables. Les Congolais sont très intelligents. Au Canada, le Congo a été considéré comme pays source très très longtemps. C'est-à-dire, on ne prenait pas n'importe qui, on prenait juste des gens qui ont été éduqués ici, qui aient travaillé pour l'économie canadienne. Donc, même aujourd'hui, si vous vérifiez le budget des universités américaines, des universités canadiennes, c'est un peu plus que le budget de certains pays africains. Je ne vais pas parler de notre pays, parce que je sais que nous sommes à un gros chantier, nous sommes en train de travailler, nous avions les mains liées, mais aujourd'hui que nous commençons à voir le bout du tunnel,
j'espère que tout ira pour le mieux. Encore d'autres stratégies que vous avez proposées? Oui, encourager les partenariats entre l'État, les universités, les organisations internationales, les secteurs privés, ça je l'ai dit. Oui. Il faut encourager cela. C'est ça qui ferait en sorte que l'université ne va pas travailler en vain parce que les privés attendent la main-d'œuvre. Ouais. Les privés vont dire nous avons besoin des ingénieurs aéronautiques. Puis l'ISTA va le faire. Nous avons besoin des ingénieurs en bâtiment. L'IBTP, l'ISTA vont s'y mettre. Ça ne sert à rien de rester sur le système ancien. Moi, je déplore toujours que j'ai perdu presque une année en géographie en deuxième année, à apprendre la géographie de l'Amérique. Je suis allé en Amérique un peu plus tard. Mais quand je suis arrivé à Lomami, j'ai posé la question à plusieurs enfants. Quelles sont les richesses de votre coin ici? Personne ne pouvait me dire. Et quand je leur disais, nous avons du cuivre à Lomami, nous avons du coltan, nous avons de l'or. Ah bon? Oui. C'est des choses que nous devons enseigner, au lieu d'enseigner, de faire rêver les gens. Nos langues nationales, pendant que nous nous traînons au Rwanda, on paye des gens pour apprendre le lingala, pour apprendre le swahili, pour apprendre l'anglais. Et si on interdit même aux enfants de parler. Et pourtant, moi, je suis un produit du Bas-Zaïre, à l'école élémentaire, j'ai parlé le Kikongo. Mais mon Kikongo m'a permis d'aider mon père, qui travaillait sur la grammaire comparative entre l'Indibou et le Luba. Donc, en étant à l'école primaire, j'étais quand même capable de lui fournir certains éléments de sa recherche. Il me demandait des mots qui riment, des mots qui se prononcent de la même façon, des mots qui ont le même sens. Ça, c'est des choses que les enfants doivent apprendre. Nous devions avoir, pour chaque coin, des écoles primaires qui s'appuient sur la langue locale, puis, chemin faisant, le français et pourquoi pas l'anglais aussi. Voilà. Le Rwanda a viré à l'anglais. Maintenant, si vous allez au Rwanda, presque tout le monde parle l'anglais. C'est des choses qu'on doit apprendre déjà à l'école. Et même dans les ménages. Nous avons décidé de faire un partenariat avec les Américains. Quand ils viendront, la plupart des gens, ça va être l'anglais. Donc, dès aujourd'hui, j'en ai vu déjà qui sont en train d'apprendre l'anglais parce qu'ils se disent, mais s'ils arrivent, je serai prioritaire parce que je suis bilingue. Au Canada, par exemple, parce que je m'excuse, je parle toujours du Canada, pour tous les bilingues, ils ont un salaire supplémentaire. $800 environ par année. C'est un atout. Quand vous travaillez, oui, quand vous travaillez pour le gouvernement. C'est un atout, c'est encourageant, c'est des politiques comme celle-là que nous devons mettre aussi au Congo pour encourager les gens à apprendre d'autres langues en plus. Mais lorsque nous décidons de commencer à nier, à oublier nos propres langues, qui véhicule beaucoup de richesses, qui véhicule notre culture, notre identité. Nous sommes à côté de la plaque. Alors, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'ai vu que nous risquons d'être tous distraits par les dialogues, par le changement de la Constitution, la politique, alors que les politiciens, il n'y en a même plus. Donc, tout ce monde-là, c'est des gens qui roulent pour leur ventre. Comment voulez-vous qu'un système soit basé sur les partages des ministères? Et quand on regarde, il y a des enfants d'un seul individu qui sont à gauche, à droite, partout. Non, nous devons aller vers l'excellence. L'excellence, c'est il faut un capital humain. Tout ce monde-là avait besoin d'une formation continue pour bien apprendre comment gérer ce pays, pour apprendre à travailler pour Monsieur Eli Kabeya, nous avons épuisé nos 40 minutes, je pense. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je vais d'abord vous demander de vous adresser aux décideurs, ensuite de vous adresser à la population congolaise qui vous suit maintenant dans les maisons. Oui, merci pour l'opportunité. Ce livre contient les inquiétudes que nous avons soulevées tout à l'heure, mais l'avantage qu'il a, c'est de proposer des solutions, des pistes de solutions. Je ne dis pas que c'est de la magie, non, mais c'est un produit de beaucoup de recherches. J'ai commencé depuis 2008 à travailler dessus. Puis là, les décideurs, ils ont besoin juste de consulter mon livre. Il sera public, il sera sur Internet, et puis ils peuvent s'en inspirer. Ceux qui veulent, moi je travaille aussi comme consultant. Si je suis invité, je pourrais apporter aussi l'expertise nécessaire. Aux Congolais, je dis qu'il ne faut pas baisser les bras. L'homme est au centre de tout.
Si l'homme est éduqué, le pays sera éduqué et le pays va aller de l'avant. On ne peut pas construire un État de droit avec des citoyens qui ne connaissent même pas les droits. On ne peut pas construire un pays de droit sans vulgariser le droit, dire à chacun, voilà ce dont on attend de toi. Mais en dehors des droits, il y a aussi les obligations. C'est là que intervient le civisme, le patriotisme, et tout ça ferait de nous un pays tant rêvé par les Blancs qui savaient que nous sommes naïfs, ils peuvent nous opposer les uns contre les autres pour pouvoir piller nos richesses. Mais nos richesses seules ne suffisent pas. Je vais te lire les derniers. Je dis le développement durable d'une nation repose moins sur l'abondance de ses ressources naturelles que sur la qualité du capital humain qu'elle forme, valorise et mobilise. Donc, il faut valoriser notre propre intelligence. Et les Congolais sont intelligents. Croyez-moi, ils sont dans toutes les universités en train d'enseigner et nous sommes un modèle. Exactement. C'était là M. Eli Kabeya, qui est chercheur, homme politique, mais aussi qui est l'auteur d'un livre très intéressant que nous venons tout à l'heure de décortiquer. Le livre s'intitule « Investir dans le capital humain ». Nous espérons que vous avez compris et aimé toutes les explications qu'il vient de donner tout à l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis. M. Eli Kabeya, merci. Je ne sais pas si vous avez un contact ou bien ils peuvent vous contacter via notre... Oui, ils peuvent me contacter via votre chaîne, voilà. Il n'y a pas de problème. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la fin de cette émission. Je dis merci à toute l'équipe technique et à vous, à très chers téléspectateurs. Au revoir et à la prochaine.